Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau petit update lecture. Avant toute chose, je voulais simplement vous rappeler que ce week-end, je serai à Atrébatia, à Arras, dans le beffroi. Ça va être génial. J'ai très hâte. Et tout le mois de mars, il y a la Médinasia, il y a le festival du livre de Bondues à côté de Lille, et il y aura une dédicace à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, je vais vous présenter des nouvelles, de la science-fiction et un essai qui était ô combien passionnant. On va commencer peut-être par ce que j'ai moins aimé. Bref, commençons. Le Chant des Glaces de Jean Krug. Alors, Le Chant des Glaces, c'est un roman SF que j'avais très envie de découvrir parce que le pitch était assez sympa. On est sur une espèce de planète glaciaire. Au cœur de cette petite planète, il y a une sorte de matériel à aller chercher qui est un peu rare. On est un peu dans Avatar, quoi. Il y a un truc à chercher, il faut y aller, quoi. Alors, Le Chant des Glaces, c'est écrit par un glaciologue. Est-ce qu'on dit un glaciologue? J'ai un doute. Un homme qui est donc spécialiste des glaces, et notamment qui a travaillé sur la fonte glaciaire. Voilà, c'est un docteur diplômé de l'Institut de géosciences et de l'environnement, laboratoire de glaciologie et de géophysique de l'environnement. Oui, glaciologue. Et qui était préoccupé par le réchauffement climatique, donc, et la fonte des glaces et tout ça. Donc j'avais envie de me dire, oh, on va traiter du réchauffement et tout, c'est un peu différent. Le Chant des Glaces avait été plutôt un bon départ. Bon départ parce qu'on va suivre donc des collègues qui sont sur cette planète, et il va arriver un petit accident lors d'une de leurs explorations, et ils vont être menés à une autre quête qui est d'autant plus dangereuse. C'est une planète en plus où on va parler de plein de sujets, les inégalités sociales, l'esclavage, voilà, beaucoup de choses, en plus du scientifique et des glaces, où en fait le texte va être un prétexte aussi à vous expliquer un peu le réchauffement climatique, ou du moins comment fonctionne la fonte des glaces et tout ça, donc ça c'est assez intéressant. Et en parallèle, on va suivre d'autres personnages qui sont dans des vaisseaux, dans des missions. Ça va plus se compliquer. C'est un récit que j'aimais déjà bien au début parce que les personnages étaient assez attachants. Voilà, c'était des personnages de SF, c'est-à-dire que les nanas, elles sont là pas pour pinailler, hein, c'est-à-dire elles découpent de la glace et tout. Quelques blagues parfois un peu déplacées, sexistes, mais... Voilà, ça faisait le taf, on t'expliquait comment était la planète, on t'expliquait comment ils en étaient arrivés à faire des recherches sur cette planète-ci et tout. On présente les personnages, c'était pas compliqué à lire et tout allait bien. Le truc, c'est qu'après, c'est parti un peu, c'est souvent comme ça avec la SF, c'est parti un peu vers des trucs où on va avoir des vaisseaux et des personnages, et en fait dans ces personnages, en fait ça m'a fait décrocher quand il y a eu alors déjà il y avait des tics d'écriture qui étaient très visibles, et je comprends pas pourquoi ça n'a pas été corrigé. L'expression comme un yak dans le texte, ou comparer un des personnages à un yak c'est très lourd et c'est très redondant, genre c'est déjà pas commun, donc en général tu l'utilises qu'une fois, mais là c'était beaucoup. Et surtout il y a un personnage dedans qui parle, mais c'est... à lire, c'est horrible. En fait, ils ont voulu le faire passer un peu pour une espèce de macho sexiste, genre je suis un capitaine, moi, rien ne m'arrête. Et c'est insupportable à lire. En fait, c'est mal écrit. Voilà. En fait, je sais que c'est une volonté de rendre ce personnage comme ça, un peu désagréable à la lecture. Voilà, c'est ce point de vue-là, en fait, m'a gâché la lecture, alors que le reste... C'était cool, dès qu'on retournait vers les autres personnages, je fais bon ok, c'est beaucoup plus agréable à lire, c'est beaucoup moins problématique, j'apprécie beaucoup plus, et après on revenait là-dedans, j'ai dit bon, j'ai un peu de mal. La prose de l'écrivain, et je m'en excuse, ça m'a pas du tout convaincue, voilà, c'est le style, ça n'était pas à la hauteur de mes attentes, et en soi, j'ai trouvé ça assez... inégal en termes de rythme, parce que déjà là, ce que je vous ai raconté, c'est bien la moitié du bouquin, tu vois, alors que c'est juste les premières phrases du résumé, et en fait le début est assez lent, ça se met en place, et pareil à la fin, ça se précipite, on essaye de boucler les enjeux et tout. Voilà, les personnages qui étaient attachants le deviennent plus du tout, c'est des sortes de caricatures. En fait, les personnages sont très caricaturaux, pas assez travaillés sur moi.
le début était prometteur, mais après ça tombe dans des clichés de SF, hein, avec vraiment des clichés de persos, notamment les persos féminins sont pas super bien écrits. Puis même le coup de on va aller chercher la denrée et tout le monde va se battre, c'est Avatar les gars, je veux dire ça a été fait il y a 10 ans, bon, faut tourner la page. J'ai pas été convaincue, et vous savez, bon je suis chiante en SF, c'est peut-être pour ça, mais ça a pas tenu en fait, la couverture et tout, ça a pas tenu la promesse, parce que moi je pensais qu'on allait être beaucoup sur la planète glaciaire et tout, et en fait on a quand même, bon il y a des vaisseaux mais il y a quand même un côté un peu mais voilà, je pense que le truc qui a pêché chez moi c'est l'écriture et l'histoire en fait qui était pas assez travaillée. Ça pourra peut-être correspondre à des gens qui sont plus fans de SF, hein. Si vous l'avez lu et que vous êtes fan de SF, vous saurez sûrement mieux le conseiller que moi, mais ça ne l'a malheureusement pas fait, et j'en suis sincèrement désolée, voilà. Et si l'auteur passe par là, ce n'est pas contre vous, je le répète. Autre auteur français, mais autres auteurs français, parce que c'est des nouvelles, mais autre ambiance aussi, totalement à l'opposé. J'ai lu, et on me l'a envoyé, donc Les Enquêtes du Paris des Merveilles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Paris des Merveilles, c'est un ouvrage qui a été écrit par Pierre Pével, où le parti est qu'on est donc en pleine Belle Époque, où on va suivre donc notre Paris que l'on connaît, des belles robes, de la Tour Eiffel et tout ça, et en parallèle il y a Ambremer, donc la ville des fées, de toutes les créatures fantastiques, et tout le monde se vit ensemble. Et voilà, on va suivre des enquêtes à chaque fois avec 2 personnages, on va dire, importants. Il y a 3 livres, et en parallèle il y a des petites nouvelles qui sont écrites par d'autres auteurs, donc c'est le dernier, je les ai lues toutes, voilà, c'était le dernier exemplaire, voilà, c'est le dernier qui me manquait. Il y a des chats volants dans le récit, c'est un récit très en couleur. Il y a une BD qui est sortie il y a pas très longtemps que je vous ai présenté. Les Enquêtes donc du Paris des Merveilles, ce sont donc un moyen aussi pour faire connaître de jeunes plumes, ou des plumes un peu plus confirmées, hein. Dedans il y a par exemple Benjamin Lupu qui avait déjà édité chez Bragelonne, il y a Catherine Loiseau, voilà, des gens qu'on connaît un peu de nom, et des gens que moi personnellement je ne connaissais pas, mais on est sur des petites nouvelles. Alors, c'est celui que j'ai moins aimé on va dire de la trilogie des Enquêtes du Paris des Merveilles. Peut-être c'est parce que je me lasse un peu, parce que c'est cool de faire des petites nouvelles, mais autant développer l'univers. Il y a plus de multivers, parce que c'est un véritable multivers le Paris des Merveilles. Il y a les BD, Les Artilleuses qui sont assez connues, donc qui sont dans le même monde mais qui sont pas des romans, et en parallèle il y a ça. Et le truc c'est que là par exemple il y a une des nouvelles où il y a les artilleuses, on a une des nouvelles où on a un personnage qui est important du Paris des Merveilles. Là, le parti pris, c'est qu'à chaque fois, il y a des enquêtes. Alors, ça peut être des enquêteurs professionnels, ça peut être des gens qui étaient là au mauvais moment. Des journalistes, à chaque fois, ils vont un peu se retrouver confrontés à ce qui se passe dans ce Paris-ci. C'est une collection qu'il faut lire après, on va dire, le Paris des Merveilles, pour un petit peu comprendre l'univers, faut un peu le connaître. J'ai une nouvelle qui m'a... En fait, c'était surtout qu'à chaque fois, c'est un peu semblable, hein. C'est des enquêtes et ça se résout, ça va très vite. Celle avec le basilic qui était assez chouette, parce que c'était à mon sens la plus travaillée et la plus originale, et puis il y a un côté humoristique dans Paris des Merveilles qu'on retrouvait assez dans celui-ci. Donc pour ceux qui se posaient la question, les couvertures sont faites par Xavier Colette, hein, c'est pour ça qu'elles sont extrêmement belles. Et en soi, j'ai l'impression que c'est toujours un peu les mêmes nouvelles, et contrairement aux autres où on retrouvait quand même beaucoup de références historiques, tu vois, à cette époque. Là, c'était un petit peu moins. Voilà, c'était un peu moins travaillé selon moi, un peu moins pertinent. On est plus sur de l'enquête de base. Alors, ça va de l'enquête à chercher un des chats volants qui a disparu, que des meurtres à résoudre. Je les ai lus comme ça, du genre, voilà, j'aime bien l'univers, mais j'ai pas forcément été très convaincue, et les nouvelles sont trop courtes pour développer forcément quelque chose, voilà, d'intéressant. C'est vraiment du fanservice, en fait, pour ceux qui aiment cet univers, voilà, c'est toujours sympa, mais c'est du fanservice qui est très esthétique, mais en soi, si vous n'avez pas accroché au Paris des Merveilles, ne vous lancez pas là-dedans. Ne vous attendez pas à ce que ça soit à chaque fois novateur, et là, j'ai l'impression que le concept... s'épuise un peu, tu vois, à force, mais voilà, je dirais que c'est pas une déception, c'est juste, c'était neutre, j'ai pas grand chose à dire dessus, voilà, c'est plus du fan service, et moi je commence à être un peu moins fan, tu vois, ça fait longtemps que je les ai lus. Le Paris de Merveille, c'est loin d'être la série que je préfère de Pierre Pével, hein. Pour moi ça reste Au Royaume. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, après, ça plaît, s'ils continuent d'en faire, c'est qu'il y a une cible cachette, hein, donc ça plaît continuellement à des lecteurs, mais je commence à m'en lasser un petit peu.
Ensuite, un petit essai très intéressant qui s'appelle donc Au temps des Vikings de Anders Winhof, donc chez La Découverte Poche. C'est un essai qui va se baser alors c'est de 800 à 1100, en termes de, si vous voulez situer les dates, où on va étudier les peuples vikings. Et plutôt, au-delà des peuples vikings, l'ère, on va dire, viking, c'est-à-dire qu'on va étudier les Scandinaves et surtout les relations entre les vikings et les autres pays mondiaux. Alors, c'est un essai qui, pour le coup, celui-ci était beaucoup plus accessible. Alors, contrairement à celui que je vous ai présenté la semaine dernière sur les religions gauloises, ici c'est beaucoup plus ouvert, c'est-à-dire que c'est pour le grand public peut le lire sans problème. En plus, ce qui était assez drôle, c'est que j'ai regardé un reportage, et vous le conseille parce qu'il doit être encore disponible. Un reportage qui est sorti il y a quelques semaines sur la construction de bateaux vikings et ils ont retrouvé en fait un navire funéraire et c'est assez rare, je crois que c'est en Norvège qu'ils l'ont retrouvé et on va suivre en fait toute la procédure archéologique pour l'extraire et voilà, le reportage était vraiment bien fait et on en parle, voilà, des bateaux funéraires et tout et de lieux dont on parle dans le reportage, donc voilà, ça faisait un peu un document qui complétait. Parler de l'émigration des vikings, hein, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas situés à un endroit précis, c'est-à-dire qu'ils ont colonisé pendant quelques années toute une partie du territoire, tout ce qui est lié à l'attrait à la navigation, donc les bateaux et tout ça. On a tout ce qui est plus culturel sur la fabrication, la monnaie, la soie, et donc par là on va aussi parler du commerce en fait en général et tout ça. On a le statut de chef, le travail à la ferme et la religion, les arts, les lettres. En bref, ça balaie les grandes voies, on va dire, et c'est ce qui fait qu'il est hyper accessible. C'est un texte que j'ai beaucoup aimé parce qu'on apprend déjà beaucoup de choses et c'est fait sans être trop complexe, avec en même temps beaucoup de références, alors que ça soit bibliographique à la fin, genre l'auteur il y a tout un chapitre qui est fait avec toute la bibliographie, et surtout il y a beaucoup d'extraits de chants, il y a beaucoup d'extraits des photos, on va vous parler de l'archéologie, bref, il y a toujours des arguments qui sont à l'appui. C'était hyper pertinent parce qu'en fait il est aussi là le texte pour démonter tous les clichés, en fait c'est vraiment là en disant non, Vikings c'est pas la vérité, genre le supplice de l'aigle, ça a dû arriver une fois et encore. Ça parle aussi du statut des femmes, voilà, sur ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, ce qu'on peut avoir comme interprétation. Bref, ça remet les choses en place et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un truc que j'avais pas vu en fait, c'est remettre, en fait, de casser le cliché du viking qui était là pour piller et tuer tout ce qui bougeait. Il le faisait pour des raisons, alors notamment quand vous allez sur le chapitre de la ferme, c'était des fermiers. Sauf que dans le Grand Nord, quand il fait froid, il n'y a plus rien à bouffer, donc il faut bien aller chercher quelque part. Donc voilà, il y a toute la religion aussi qui est mise en avant. Et surtout, on a beaucoup de ressources chrétiennes. Donc voilà, c'est vraiment apprendre avec du recul sur tout ça. C'est aussi montrer l'ingéniosité de ce peuple, hein, qui est, je veux dire, en termes de navigation, même je veux dire, en termes de raid, ce qu'ils expliquaient, les armées, elles étaient tellement longues que le temps que le petit Charlemagne il se déplace, ils étaient déjà repartis chez eux, les Vikings. Donc voilà, c'est ça qui est assez intéressant, et surtout, ils vont mettre en parallèle, je prends Charlemagne parce que c'est un exemple qui est très pertinent dans le texte, où il t'explique, alors on a l'image des Vikings barbares qui assassinaient à tout va, machin, des gens horribles et tout. Alors qu'en réalité, tu prends Charlemagne, il a fait beaucoup plus de massacres que les Vikings, voilà, et notamment vis-à-vis de la religion et tout, ça explique que les Vikings, en fait, ils pillaient la religion, pas parce qu'ils voulaient écraser forcément la religion chrétienne, c'est juste que là où il y avait de l'argent, c'était dans l'église, donc forcément, ils allaient chercher les pierreries là où il y avait, tu vois, et tout ça, et en même temps, ça parle aussi, là j'ai mis une petite encoche, et le fait que les Scandinaves, en fait, avaient été des grands marchands d'esclaves. Donc là, on parle des Scandinaves, on parle pas des Vikings, c'est pas forcément les mêmes peuples. Et que Byzance, en fait, faisait appel aux Vikings pour en fait, l'esclavage, parce qu'ils avaient pas assez de gens à mettre en esclavage. Donc, Byzance, pour ceux qui ne situent pas, c'est Constantinople. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'on parle souvent de l'esclavage, donc celui qu'on étudie dans les programmes scolaires. Et l'esclavage, il a été de tout temps, sous plein de formes différentes. Et là, c'était vraiment les Vikings, ils allaient piller, mais ils allaient aussi prendre des gens en esclavage pour revendre à d'autres pays qui en avaient besoin. C'est du commerce, voilà, c'était du business is business. Mais voilà, c'est un peu horrible, hein, ce que je suis en train de dire.
Et là ils disent aussi pour le califat arabe et tout qu'ils ont fait appel aux Vikings pour l'esclavage. Donc c'est hyper intéressant parce que moi je savais qu'ils volaient surtout pour eux, mais je savais pas qu'ils revendaient. En fait les esclaves, je pensais plus qu'ils les gardaient pour eux, voilà, pour travailler la terre, voilà, ce genre de choses. Non, en fait ils les revendaient. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont assez chouettes et assez pertinentes. Il y a le rôle du chef, notamment comment c'est organisé sociétalement, comment on a retrouvé, en fait comment on a arrivé aussi à toutes ces suppositions, voilà, au niveau beaucoup de choses archéologiques qui sont restées, et tout ça reste aussi beaucoup de suppositions, c'est ce qu'il dit dans le texte, il y a des moments où on ne sait pas, et on le saura peut-être jamais parce qu'on n'a pas les restes, voilà. C'est aussi un moyen de casser aussi l'image, c'est-à-dire qu'au-delà des Vikings barbares, c'était aussi des grands poètes de l'époque, on a peut-être même une poétesse, donc bref, c'est pour remettre un petit peu au clair ce qu'étaient vraiment les Vikings et l'époque viking, le commerce à l'époque, et surtout les Scandinaves et comment ils sont passés en fait de peuple viking et tout ça à la fin de l'ère viking avec l'arrivée du christianisme, comment ça s'est passé au niveau même étatique et tout ça. Et vraiment c'était passionnant, c'était très accessible. Je l'ai dévoré, j'en avais envie de que lire ça. Et ce qui va être compliqué maintenant, c'est de regarder en fait des séries sur les Vikings, parce que je me dis, si je regarde, par exemple, il y a Vikings Valhalla qui est sorti, je pense que je vais sauter dans mon siège trop de fois en fait. Je sais pas si je serais capable de aimer de nouveau voilà, ce genre de série. À la fin, il y a même toute une référence en fait à toute la pop culture, voilà, avec des conseils de séries plutôt à regarder ou pas regarder. Et c'est vrai qu'il parlait de Last Kingdom que je vous conseille, qui est vraiment une très bonne série, voilà, qui se veut avec un petit peu de volonté historique, hein, c'est pas non plus une œuvre historique, mais qui se veut un peu plus crédible que Vikings, mais j'ai appris plein de choses sur cette ère là, voilà, ça a pu compléter des connaissances. Donc pour les gens, je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés. Là, on est sur un chercheur qui est reconnu. Donc c'est un professeur d'histoire à l'université de Yale qui est auteur de plusieurs livres. J'ai vu qu'il avait écrit d'autres livres, donc c'est pour ça que je vais aller en acheter d'autres de lui. Mais plus t'as une sacrée bibliographie à la fin, alors surtout en anglais, en fait, c'est ce qu'il expliquait. Il y a peu de choses qui sont traduites en français, mais je trouve ça chouette et moi j'adore les choses sur les Vikings aussi parce que ça a tellement influencé la fantasy, que ce soit chez Tolkien ou voilà, ce genre d'auteur, que c'est intéressant de voir un peu où sont les sources de base, voilà, avec Beowulf et tout ça. Donc vraiment à découvrir, c'était vraiment une très très bonne lecture. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, j'aimerais bien avoir vos petits avis et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.